on a une population qui vit dans le secteur informel. Mais naturellement, ces populations-là vont converger vers ces acteurs qui leur présentent, je dirais, un but impédial pendant la période électorale, dans l'optique d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de moyens. Vous prenez un jeune qui n'a pas de salaire, qui n'a même pas le SMIC, parce que le SMIC c'est 75 000. Il n'a pas le SMIC. Mais quel intérêt pour lui de rester à la maison? Il va aller vers celui qui présente un programme, même pas peut-être que le programme n'est même pas en bonne efficience, mais quand même quelqu'un qui a l'argent, disons le gouvernement qui a le moyen, qui dit peut-être après les élections, vous promettez cette pétienne, mais qui va accepter, va prendre. Parce qu'il n'a pas de salaire, le salaire ne lui permet pas de vivre. Donc voilà la réalité auquel nous sommes confrontés. Autant qu'on n'a pas de programmes structurels adaptés aux réalités des jeunes, qui donnent de l'emploi aux jeunes, on va toujours rester dans le statu quo. Donc déjà, le facteur aussi, c'est la question de l'emploi. Si les jeunes sont insérés, les jeunes vraiment sont à même de pouvoir se prendre en charge, de vivre réellement, de pouvoir avoir leurs occupations. Mais je vous assure, il y aura une alternance. Et c'est ce qui se fait quand même dans les pays occidentaux. Parce que là-bas, les politiques publiques en faveur de la jeunesse sont tellement structurées que les jeunes ont quand même suffisamment de moyens de pouvoir faire le distinguo entre l'acteur qui présente un programme structurel et celui qui est là juste pour nous le réaliser. D'accord, vous avez évoqué. Bonjour et bienvenue dans l'interview de Junior Konaté, l'heure particulière. Ce matin, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de M. Yann Koné. M. Yann Koné, bonjour. Bonjour M. Junior Konaté. Comment allez-vous? Je vais super bien. Si vous allez bien, c'est le plus important. M. Yann Koné, dites-moi, qui êtes-vous? D'accord. Déjà, merci pour votre invitation à l'interview. Je réponds au nom de Yann Koné. Je suis jeune auteur. J'ai participé aussi là, le salon de l'Abidjan tout récemment. Je suis également assistant programme au CFPCI, qui est le Centre de formation des philanthropes Côte d'Ivoire, qui consiste à doter les jeunes de compétences professionnelles afin de faciliter leur employabilité. Je suis également un jeune engagé qui a un podcast qui est appelé Le Rendez-vous des champions, où nous invitons des jeunes à prendre des décisions, à prendre de l'envol sur des sujets de grande envergure sur la société. Donc voici un peu l'univers dans lequel je me situe. Je pense qu'on aura le temps d'aborder la suite. D'accord. Vous avez dit que vous êtes jeune auteur. Et combien d'œuvres avez-vous à votre actif? À mon actif, j'ai déjà 3 œuvres, notamment la première, c'est Les années universitaires. J'ai un roman également sur l'amour, qu'on appelle Et si j'avais tout donné pour elle. Et la dernière, c'est mon livre qui parle de la politique, qu'on appelle l'alternance politique. Voilà, donc voici un peu mes 3 ouvrages déjà qui sont à mon actif. D'accord. 3 œuvres à son actif. Et ce qui nous retient ce matin pour notre interview, c'est l'alternance politique, enjeux et perspectives africaines. C'est le titre de votre 3e bijou, votre 3e œuvre. Et dites-moi, pourquoi l'alternance politique, enjeux et perspectives africaines? D'accord. Pourquoi le titre? Pourquoi le titre? D'accord. Bon, il faut dire que déjà, ça part de plusieurs constats. Je vais prendre par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Quand on assiste aux conférences, généralement, on a tendance à entendre de la part des jeunes que la politique c'est pour des personnes les plus âgées, les vieillards, les personnes de 3e âge généralement. Et nous, voilà, qui avons compris un peu le cadre de s'intéresser à la politique, on a compris aussitôt qu'il fallait créer ce mécanisme-là qui va permettre à ces jeunes de dire attention, le nom ou bien je dirais l'essor qu'on donne à la politique est quand même erroné. Il faut revenir aux fondamentaux, il faut parler de la politique. Que la politique s'intéresse des jeunes, pas forcément les vieillards, elle est propice à tout le monde. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'abord première de créer ce livre qui est l'alternance politique. Je pense qu'on va peut-être
rentrer dans les vif du sujet. Quand vous allez me poser d'autres questions, je vais pouvoir mieux vous répondre. D'accord. Le titre de votre œuvre, c'est L'alternance politique, enjeux et perspectives africaines. Et dites-moi, quel a été le constat, quel est le motif qui vous a incité à écrire ce bouquin? Les raisons? Les raisons, exactement. D'accord. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, je vais prendre la première. Quand vous prenez, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez la Constitution ivoirienne, l'article 28 de la Constitution ivoirienne dit clairement que les jeunes doivent s'intéresser à la politique. Il faut qu'il y ait une formation politique dès l'école secondaire. C'est-à-dire qu'après le BPC, quand vous allez au secondaire, il faut qu'on vous enseigne les notions en sciences politiques. Comme ça, l'élève, quand il finit son parcours secondaire, il est en âge de voter, il comprend l'essence réelle de la République. Il sait que le vote, c'est important. Parce qu'il a appris l'essence de la politique dès l'école secondaire, ce qui n'est pas le cas. Alors que la Constitution l'autorise. Je vais encore aller plus loin. Quand vous prenez les statistiques de l'ANSAT, de la statistique, il nous dit que 77% de la population est jeune. Donc si on parle de ce principe, que les jeunes sont en principe, en termes de croissance démographique, sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Et ces jeunes-là ne s'intéressent pas à la politique. Ces jeunes-là ne s'intéressent pas à la vie démocratique de leur pays, au vote. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils n'ont pas appris ça dès l'école secondaire. Donc il y a un manque de formation déjà qui pose à ce problème. Donc si les jeunes eux-mêmes, qui n'ont pas cette compétence-là, de pouvoir s'imprégner de ces réalités, ils ne pourraient jamais avoir d'alternance politique dans ce pays. Parce que l'alternance politique, c'est le passage du pouvoir d'un parti à un autre par des urnes. Il faut qu'on ait une transmission démocratique. Donc si les jeunes eux-mêmes n'ont pas appris à s'intéresser à cette, je dirais, à la politique, on ne peut pas avoir d'alternance politique. Donc déjà, c'est le premier facteur. Donc l'alternance politique en Côte d'Ivoire est un blocage déjà au niveau de la formation des jeunes, parce que les jeunes eux-mêmes n'ont pas réellement cette compétence-là de faire le distinguo entre ce qui est bien, entre le programme de gouvernance et entre, je dirais, les usurpateurs qui viennent évidemment sur la scène pour juste se leurrer l'esprit. Donc ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, quand vous prenez par exemple l'ancienne CEI qui a été dissoute, quand on prend les élections législatives et présidentielles tout récemment, en 2005, la CEI avait fait des statistiques. On devait se retrouver à peu près avec 12 millions d'électeurs pour les élections passées. Mais quand on a fini de faire le décompte, on s'est retrouvé à peu près, la CEI s'est retrouvée à peu près avec 8 millions d'électeurs. Donc ça veut dire que déjà, il y a un gap de, je dirais, à peu près de 4 millions à 3 millions qu'il fallait combler. Et ces 4 millions, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ne sont pas intéressés. Donc ça veut dire quelque part, la CEI n'a pas pu recevoir tout vraiment ces statistiques qu'elle avait pu prévoir parce qu'on n'a pas pu capter ces jeunes-là qui peut-être créer un électorat un peu plus fort vers les autres partis d'opposition, ce qui n'a pas été le cas. Donc il ne peut pas avoir d'alternance si déjà on n'arrive pas déjà à créer, à sensibiliser les jeunes qui puissent vraiment s'imprégner de la réalité de la vie de leur pays. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, quand vous prenez par exemple les pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, nous n'est pas contre le modèle que ces pays-là proposent en termes de démocratie. Mais la manière n'a pas été juste. Parce que si vous prenez par exemple le Burkina aujourd'hui, avec le président, le capitaine Ibrahima Traoré qui est là actuellement. Mais aujourd'hui au Burkina, je vous rassure, il y a plus de partis politiques. Les forces de l'opposition qui peuvent quand même proposer quelque chose pour une croissance assez dynamique, ils sont plus sur le terrain. Avec là, il y a un problème. Les journalistes, quand on appelle souvent le quatrième pouvoir, parce que dans une république, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et généralement, on dit que le quatrième pouvoir, ce sont les journalistes. Il y a certains journalistes aujourd'hui au Burkina qui n'arrivent pas à exercer parce qu'ils ne sont pas sur la dépendance, mais je dis sur le parapluie atomique de la vision que propose le capitaine Ibrahima Traoré. Et c'est le cas aujourd'hui, même avec le pays du Niger et le pays du Mali. C'est pareil.
Quand vous prenez par exemple aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun avec le président Paul Biya, depuis les indépendances, qui est quand même l'un des pays, le président le plus vieux au monde, le président Paul Biya. Mais en 2008, il y a eu une modification de la Constitution qui retire principalement l'âge. C'est-à-dire au Cameroun, l'âge requis pour se présenter en tant que président de la République n'existe plus. Donc ça veut dire que vous pouvez être président à vie. Vous voyez que déjà, l'alternance qui peut avoir un blocage. Parce que les jeunes qui peuvent peut-être prétendre accéder à la magistrature suprême n'ont pas peut-être accès à ça, juste parce que la Constitution ne leur permet plus de pouvoir accéder. Donc ça crée aussi un blocage. Donc l'alternance politique aujourd'hui devient de plus en plus faible dans nos États en Afrique, parce que certains dirigeants ont commis vraiment cette erreur-là, de pouvoir créer cet espace démocratique pour que chacun puisse aller vers des élections transparentes, pour qu'on ait quand même une alternance assez crédible et une vision assez plus large de l'Afrique. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui le cas du Togo, c'est la même chose. En 2005, lorsque son père décède, qui accède au pouvoir, le président Faure Gnassingbé, qui est là actuellement au pouvoir, qui a dirigé le Togo pendant plus de 25 ans, en 2025, on devait avoir des élections, mais il y a eu une modification de la Constitution où aujourd'hui, le pays, le Togo n'est plus un système présidentiel, mais on est passé à un système parlementaire, où ils sont les députés maintenant, je dirais, qui ont une grande marge sur les grandes décisions qui sont prises là-bas. C'est-à-dire que le président est là maintenant à titre honorifique. Il est juste là à titre honorifique, il représente, il va aux institutions, mais on a un président du conseil qui est là, qui est lui qui est maintenant qui est chargé de surveiller les actions, de mener à pied. Il n'y a même pas eu de référendum au Togo. Alors que pour des décisions de grand nombre du Conseil de l'unité nationale, il fallait quand même aviser le peuple, parce que le référendum, c'est ce qui accorde au peuple de pouvoir participer, donner leur avis sur les décisions de grande importance. Donc voici un peu, je dirais, en quelque sorte, ces éléments qui nous ont amenés vraiment à nous intéresser à écrire ce livre, à parler de l'alternance politique, qui est vraiment un acteur, vraiment un maillon essentiel pour la vitalité d'un pays. Il faut penser l'alternance. Il ne faudrait pas rester là à son niveau pouvoir, même quand on a dirigé à un moment donné. Il faut penser l'alternance. Il faut passer à autre chose. Il faut laisser l'espace à la nouvelle génération de prendre conscience aussi, de participer aussi évidemment aux grandes instances du pays. Vous avez dit tout à l'heure, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un programme pour former les jeunes sur la politique, pour connaître la politique. Mais de vous à moi, est-ce que, avec ce que l'État fait, ce que l'État représente, les jeunes aujourd'hui ne s'y intéressent pas parce qu'ils disent que non, c'est toujours les mêmes qui seront toujours au pouvoir. Est-ce que cette idée est bonne à prendre? Je dirais non. Pas parce que, pour répondre à la question. La question, c'est aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a eu un programme qui a été mis en place selon l'article, vous venez de le dire. L'article 28 de la Constitution. L'article 28 de la Constitution qui dit qu'il a mis en place un programme de formation pour les jeunes sur la vie politique, comment connaître la politique et comment s'imprégner de ce que la politique représente. Mais les jeunes aujourd'hui ne s'y intéressent pas à cause de ces personnes. Ils l'ont fait. Est-ce qu'il y a eu une campagne de sensibilisation pour informer les jeunes qui doivent impérativement se former? Non, il n'y a pas eu de campagne. C'est ce que je dis, il n'y a pas eu de campagne. En fait, la Constitution existe depuis le temps de Fouet. Quand vous prenez le président Fouet, ça existe, qui dit clairement qu'il faut enseigner les sciences politiques dès l'école secondaire. Il n'y a pas de sensibilisation. Et c'est d'ailleurs pour laquelle nous, on s'invite sur le débat. C'est pourquoi on a écrit celui pour dire attention, il faudrait que, à Dieu merci, on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Kofi qui est là. Je pense qu'à travers ce que je dis, ça va peut-être le toucher à pouvoir mettre l'accent sur cette formation qui est très essentielle. Donc, il n'y a pas de sensibilisation. Et donc, je disais, après le décès de l'ancien Premier ministre Mamadou Coulibaly, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le centre de formation politique à Mamadou Coulibaly qui permet de former les jeunes à la culture politique. On salue l'initiative
mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que le centre n'est pas en capacité d'accueillir tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils prennent à peu près 100 à 150 personnes chaque année. Donc ça veut dire que c'est insuffisant. Donc ce qu'il faut faire, le plus important, c'est d'aller dans la base. Et la base, c'est l'éducation. Il faut commencer dès le secondaire. Il faut instaurer des cours de formation politique dès le secondaire. De sorte que les élèves, quand ils finissent, comme je disais, ils ont une notion, ils savent faire le distinguo, ils peuvent parler politique, ils peuvent aller voter, ils ont ce qu'on appelle le sens de la responsabilité citoyenne. Donc voici un peu ce que je pourrais dire. Donc au niveau de la sensibilisation, pour l'instant, la sensibilisation se fait, mais ce n'est pas aussi, je dirais, à grande échelle comme on le voudrait. Mais on souhaiterait que vraiment, avec le ministre, M. Kofi, voilà, qu'il faut déjà commencer la formation de l'école secondaire. D'accord. Dans votre œuvre, au chapitre 5, vous avez comme titre garantir une alternance politique saine. Et la question que je vais vous poser, comment garantir une alternance politique saine? D'accord, je vous remercie pour la question. Alors, comment garantir une alternance politique saine? Pour garantir une alternance politique saine, il y a plusieurs niveaux. Déjà, je vais commencer par les lois. Il faut qu'il y ait des lois en faveur de la jeunesse. Il faut que le Parlement puisse vraiment se pencher sur la jeunesse. Je vais vous prendre un exemple concret. Alors, tout récemment, lors des élections législatives en 2025, il y a certains jeunes qui étaient candidats dans certaines contrées, mais qui ont eu des difficultés. Pas parce qu'ils ne présentaient pas un programme assez solide, mais parce que le budget qu'ils présentaient n'était pas aussi adapté aux réalités, ou bien n'était pas aussi conforme à ce qui était en face aux candidats qui proposaient aussi dans la localité. Ça veut dire que quelque part, on a ce déficit budgétaire-là qui fait que nos parents qui sont dans ces contrées-là donnent leur cutus ou leur voix à ces personnes qui ont plus de budget par rapport aux autres. Parce que ces personnes arrivent à pouvoir juguler les besoins que ces populations présentent au sein de la localité. Quand vous prenez par exemple nos jeunes, je ne vais pas donner de nom, mais il y en a plusieurs par exemple qui ont eu à dire ce genre de propos. Donc ce que je propose en premier plan, créer une alternance politique saine, il faut déjà créer une loi qui permet de limiter les budgets en période électorale. Ça c'est le premier point. Il faut que le Parlement puisse créer une loi qui permet de limiter les budgets en période électorale. Ça va permettre à ce que le candidat jeune qui propose un projet de gouvernance dans une localité, avec le moyen qu'il a, parce que le budget est limité, même s'il y a un ministre qui est en face de lui, mais ils ont un budget commun. Donc là, le débat va plus varier sur ce que tu proposes et non pas ce que tu as comme finance qui va permettre de faire la différence entre toi et le jeune qui est en face de toi. Ça va créer l'alternance parce qu'on aura des jeunes qui vont pouvoir gagner les élections. Donc on aura une alternance quand même. Parce que n'oubliez pas, c'est vrai que l'alternance, je parle plus des acteurs étatiques, mais n'oublions pas aussi les acteurs locaux qui sont aussi des maillons essentiels dans une démocratie. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Il faut déjà qu'on crée une loi qui permet de limiter les budgets. Le deuxième point, c'est au niveau de la Constitution elle-même. Il faut qu'on fasse comme le Sénégal. Il faut que dans la Constitution, il faut que ça soit écrit que désormais, après 2 mandats, vous n'avez plus l'obligation de vous présenter en tant que candidat aux élections présidentielles ou législatives. Il faut que ça soit écrit à vie. Ça se fait au Sénégal. Au Sénégal, par exemple, les mandats sont conçus à vie. Et quand vous finissez, votre mandat est terminé, vous n'avez plus le droit, quel que soit ce qui se passe, vous avez fait 2 mandats, vous partez. Ça va permettre à ce que vraiment on ait une alternance crédible au sein de nos différents États. Je pense que c'est une bonne initiative. La troisième proposition, alors c'est au niveau de la question de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même certains blogueurs, pas des influenceurs, des blogueurs qui font quand même du bon contenu. Parce que souvent, on a l'impression de dire qu'il faut sensibiliser, mais la sensibilisation ne passe pas. Quand je dis la sensibilisation ne passe pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'approcher ces jeunes aujourd'hui qui font du bon contenu à pouvoir parler aussi de la politique. Parce qu'à travers eux, à travers le message, certains jeunes qui se reconnaissent
en ces personnes-là peuvent se sentir impactées et venir parler aussi de la politique. Je pense qu'à travers ça, ça va créer ce qu'on appelle la mouvance, la connexion. Les jeunes seront plus responsables et on aura des jeunes qui vont aller voter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes ne votent plus. Les jeunes ne s'intéressent plus au vote. Et si les jeunes votent le plus, on aura une alternance crédible. Donc ça, c'est le troisième point que j'insiste là-dessus. Il faut qu'on aide ces personnes qui créent le contenu efficace. Il faut qu'on les aide à vraiment améliorer leur contenu. Il faut qu'on les appuie. Il faut qu'à travers eux, parce qu'ils ont quand même, n'oublions pas qu'on est dans le monde digitalisé. Le monde va vite, le monde digitalisé à notre époque. Donc il faut accompagner ces personnes-là. Il faut les aider, il faut qu'ils puissent parler aussi de la politique. Pour que nous tous ensemble, on puisse aller vers vraiment une alternance assez crédible et plus efficace. Donc voici un peu, je dirais, quelques points auxquels je voulais revenir là-dessus. D'accord. Tout en lisant votre bouquin, on voit que vous êtes là pour l'éducation, selon votre raisonnement également, l'éducation de la vie politique des jeunes, surtout ceux de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent plus à la politique et ça devient un problème. Parce qu'on pense que les jeunes aujourd'hui ne sont pas conscients. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas les choses, n'ont pas la liberté d'expression. Vu qu'il y a des jeunes qui se démarquent, des jeunes qui essaient de porter haut leur voix, de dire ce qui est caché, que nous, jeunes, on a le droit. Ces jeunes, quels sont, vous, est-ce que vous avez créé une association de jeunes leaders pour essayer de faire savoir à ceux qui sont les gouvernants, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, leur dire que vous êtes jeunes, vous devez aussi montrer ce dont vous êtes capable, votre potentiel. Est-ce qu'il y a des associations qui existent? Est-ce qu'il y a la question, je réponds. Est-ce que, avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une association de jeunes leaders, des jeunes qui ont cet éveil de la vie politique, de dire à cet État, à ce gouvernement que nous sommes des jeunes, nous voulons aussi également diriger, nous voulons attendre auprès de vous? Non, mais il y en a plusieurs. S'il y a des associations, il y en a plusieurs. Vous prenez par exemple, ce n'est pas une association, mais c'est une plateforme, il y a débat. Il y a débat qui est une très bonne plateforme qui parle de la gouvernance. Je pense que les jeunes peuvent s'intéresser. Vous allez sur la page Facebook, vous tapez il y a débat, vous allez voir que c'est une plateforme qui invite les jeunes à s'intéresser à la gouvernance. Il y a également l'agora politique, dont je suis le secrétaire général. Nous parlons sur la politique. On a même un programme adapté à la politique qu'on appelle l'Académie politique des jeunes. On forme les jeunes à la politique. Il y en a plusieurs. Donc il suffit juste de s'intéresser, il suffit de participer. Vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez vous imprégner de la réalité de la politique. Et ça va vous permettre de vous booster, vous challenger et de participer au vote. Vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut que tout le monde puisse participer au vote. Parce que c'est l'âme d'une société, c'est ce qui fait le maillon de l'alternance. Tant qu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'alternance. Parce que vous ne faudrait pas concevoir le vote, c'est l'expression, c'est les urnes. C'est là qu'on va donner notre suffrage à un acteur bien défini. Donc voici un peu. D'accord, je constate que vous êtes jeune, nous sommes tous jeunes. Est-ce que vous faites, vous de vos plein gré, vous faites des campagnes de sensibilisation, vous organisez des activités, des masterclass, des formations dans les villes de la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que j'organise des journées. Tout récemment, j'ai initié une tournée où je suis allé dans les villes de Côte d'Ivoire, aller rencontrer la jeunesse, pour échanger avec eux sur la réalité. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là ne s'intéressent pas à la politique? On a eu plusieurs constats. D'autres ont même signifié qu'on ne s'intéresse pas à la politique parce que nos dirigeants ne nous font plus confiance, ils ne prennent pas encore nos réalités. Le cas même du domaine de l'entrepreneuriat. Ils disent que parfois, quand on a des projets, nos projets ne sont pas pris en compte, que c'est ce qui fait qu'on ne s'intéresse pas à la politique, que les institutions ne sont pas crédibles. Donc quand même, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai eu des réalités qui sont vraiment difficiles, mais que j'ai acceptées. Et je m'efforce, en tant que jeune leader, à vraiment donner le meilleur de moi, pour que ces jeunes-là puissent vraiment tourner la page, pour qu'on puisse parler de la politique, pour qu'on puisse ensemble converger vraiment vers une paix durable. J'ai sillonné la ville de Boaké, j'étais à Boaké, avec les jeunes de Boaké, à la salle American Corner de l'université de l'UAO, la salle Ouattara de Boaké. On a eu à faire une activité avec les jeunes qui ont posé des questions, on a débattu. J'étais également à Mans, à l'ouest du pays, où j'ai échangé avec la jeunesse. J'ai rencontré le corps préfectoral, les autorités de la région,
On a fait Abidjan, la prochaine session c'est pour Yamoussoukro. Donc nous faisons des tournées. Alors, on va rencontrer la jeunesse pour qu'on puisse ensemble trouver vraiment tous ces problèmes qui nous éloignent de la politique. Parce que vraiment c'est l'un de mes véritables combats. Réconcilier les jeunes à la politique pour qu'ensemble vraiment on puisse créer cette alternance-là, dont j'en parle avec fierté dans mon livre. D'accord. Avec toutes ces tournées que vous effectuez, est-ce que vous ne recevez pas des menaces de la part des hommes politiques qui essaient de vous voir, un jeune qui est éveillé, qui essaie de prendre conscience, et un jeune qui décide de connaître la politique, de connaître comment la politique fonctionne? Vous ne recevez pas des menaces, des mails, des messages en vous disant d'arrêter ce que vous avez commencé, concentrez-vous sur votre avenir? Il faut dire que lorsque vous êtes intéressé à la politique, vous êtes exposé à plusieurs difficultés. Ça, il faut rappeler ça. Je veux parler de difficultés de tout genre. Hein. Voilà. Donc, si déjà vous avez décidé de vous intéresser à la politique, mettez dans votre tête que vous êtes exposé à tout type de difficultés. Voilà. Mais en termes de menaces, franchement, pour être honnête, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu de menaces de différents acteurs et autres. Non, je n'ai pas reçu de menaces. Au contraire, c'est des félicitations, c'est des encouragements. Certains acteurs même m'appellent, me félicitent, qui croient en ce que je fais, parce que je me débat en tant que jeune pour aider ces jeunes à se faire. Certains acteurs qui croient. Certains acteurs qui croient voilà, en ma vision des choses, voilà, qui vraiment m'encouragent à faire ce que je fais actuellement et qui disent que c'est à saluer. Donc en termes de menaces, franchement, je n'ai pas encore reçu de menaces. Après, même aussi là, il y a des acteurs politiques qui ont eu vraiment acheté mes biens sauvages. M. Charles Bleuboudé est passé à mon stand qui a connu un livre. Donc vous voyez que déjà c'est encouragé. Donc franchement, je ne peux pas dire en termes de menaces actuellement, donc je n'ai pas reçu de menaces. Vous venez d'évoquer M. Charles Bleuboudé, qui autant était le président des jeunes de la Côte d'Ivoire. Quelle a été sa réaction en vous voyant entendu parler de votre livre, L'alternance politique, enjeux et perspectives africaines? Il faut dire que le jour où M. Charles Bleuboudé est passé à mon stand, je n'étais pas là. Donc ce sont les filles qui étaient là, qui ont eu à vendre le livre. Elle a posté, échanger avec lui, effectivement. C'est après que je suis venu au Mali, que M. Charles Bleuboudé est passé. Mais j'ai senti ce béguin, bon, c'est pas grave, une prochaine fois on aura le temps de changer. Mais quand même j'ai eu le contact, je pense qu'on va changer. Mais dans l'ensemble, je peux dire dans l'ensemble, c'était quand même bien. Tous ceux qui sont passés, ils ont eu à apprécier, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Vous ne leur avez pas demandé quelle était son impression bon, comme vous avez parlé de Michel, quand je dis qu'on n'a pas échangé. Non, je parle des filles. Ah, les filles. C'est ce que je dis, effectivement. Les filles ont effectivement dit qu'il a beaucoup apprécié de la part des jeunes. Déjà s'intéressent à la politique avec des notions concrètes. C'est déjà saluer, il faut encourager. Voilà. Donc voici un peu ce que les filles ont quand même dit en sa personne. D'accord. Dans votre chapitre 5, à la page, dans votre chapitre 6, à la page 80, vous évoquez les acteurs du changement. Qui sont les acteurs du changement? D'abord, les acteurs du changement, la jeunesse en premier temps. Parce que comme je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on pense à alternance si nous-mêmes jeunes nous ne nous engageons pas. Ça, c'est le premier problème. Donc il y a l'alternance d'abord des jeunes. Je viens. L'alternance ne peut se faire si les jeunes eux-mêmes ne s'intéressent pas à la vie politique. Et il faudrait que les jeunes déjà puissent s'engager. Il faut que les jeunes puissent participer. C'est pourquoi, si vous remarquez, à la page 115 de mon livre, j'ai dit que l'alternance ne se décrète pas, mais elle se construit. La page 115 dit que l'alternance ne se décrète pas, mais elle se construit. Donc ça veut dire que, techniquement, ce sont les jeunes qui sont amenés à pouvoir s'imprégner de ces réalités-là. Pourquoi ensemble, on puisse créer une alternance pacifique? Parce que si les jeunes ne s'engagent pas, il n'y aura jamais d'alternance. On aura toujours les mêmes dirigeants et on sera encore les mêmes jeunes à se plaindre pour dire non, les choses n'avancent pas parce qu'on est limité. Donc il ne faudrait pas dire qu'on s'est limité l'esprit. Il faut qu'on pense politique. Si nous tous on se met dans la même mouvement, je pense qu'on va créer une alternance. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina, partout, il faut qu'on puisse vraiment s'engager à la gestion de la chose publique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais parler de l'opposition.
l'opposition en général, c'est-à-dire que ceux qui sont en opposition qui cherchent à conquérir le pouvoir d'État. Il faut qu'on ait des oppositions, si je peux le dire ici, crédibles. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on reste dans ces anciennes caricatures, ces anciens schémas qui enfreignent à nos dogmes, qui ne sont pas aussi efficaces. Il faut qu'on ait des oppositions vraiment qui parlent politique, qui présentent des sujets, qui relatent les difficultés de la vie. Je pense qu'avec ça, on aura quand même une opposition crédible qui va peut-être influencer les jeunes, pourquoi pas peut-être acter à leur projet pour qu'ensemble créer cette dynamique-là. Donc il faut qu'on ait des opposants assez crédibles. C'est le cas en Côte d'Ivoire, hein, quand on prenait nos oppositions, moi j'attends à ce que l'opposition vraiment puisse se pencher sur la question. J'ai bien aimé lorsque le PDCAD a parlé de l'IDH, le capital humain et tout ça, qui était un sujet abordable, qu'il fallait rester concentré là-dessus. Mais on avait quand même l'opposition, à la période des élections, assez, je dirais, dans un élan assez bizarre, qui vraiment nous ont pas donné l'envie de pouvoir aller vers eux, de pouvoir donner notre suffrage. Et vraiment, ça crée un rythme assez retentissant au niveau de la jeunesse. Je pense que quand même, il faut que nos oppositions en général, si je peux le dire ici, vraiment nous présentent des programmes structurants qui nous montrent que la politique c'est pour avoir, qu'il faut qu'on ait vraiment des débats apaisés au sein de la politique. La troisième des choses, on va appeler des acteurs. Alors, il y a aussi l'aspect institutionnel. L'aspect institutionnel, je vais parler en général de l'organe qui organise les élections. Il faut qu'on ait vraiment un organe crédible. Parce que si vous me permettez, quand je suis allé dans mes tournées, la plupart de ce qui ressortait avec les jeunes, on n'a pas une seule crédible. On n'a pas une seule crédible. La seule n'est pas crédible. Quand je demande pourquoi la seule n'est pas crédible, je me dis non, parce qu'au sein de la seule, on a des partis politiques. Donc comment est-ce que celui qui est censé être le joueur est en même temps l'arbitre? Vous voyez qu'il y a un nombre de cohérence. Il y a un contraste. Il y a un contraste. Donc c'est ce qui revenait beaucoup. Donc les jeunes ont demandé que la CEI, il faut que les partis politiques se retirent de l'organe qui organise les élections, parce que la CEI était dissoute. Il faut que les partis politiques se retirent de l'organe pour qu'on ait vraiment un consensus national, pour que les jeunes puissent vraiment donner leur suffrage, vraiment puissent donner encore ce ressenti d'affection au sein de l'organe qui gère les élections. Donc ça c'est le facteur numéro 4. Il faut qu'on ait véritablement un organe consensuel où tout le monde est d'accord là-dessus, pour que nous tous on puisse converger vers ce mécanisme de paix, de mutation politique. D'accord, de vous à moi. Pour faire la politique, est-ce nécessaire d'user de la violence? Est-ce nécessaire d'ôter des vies? Non. C'est la politique. Non. Comme on a pu le constater dans certains pays d'Afrique, les jeunes qui s'intéressent à la politique, il y a la brutalité, la violence, il y a des vies qui sont perdues. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Aristote disait que tout ce qui est caractère public est caractère politique. Mais la violence ne doit pas être le maillon essentiel dans la politique. Ça, c'est dangereux. D'abord, c'est quoi la politique? La politique, c'est l'art de bien faire les choses de façon simple dans l'administration, dans la cité. Comme on dit, c'est la gestion de la cité. C'est tout ce qui est attrait, je dirais, au bon modèle de gouvernance. Donc, si déjà on a décidé de faire de la politique, on ne doit pas avoir pour référence la violence. La violence ne doit pas faire partie des éléments qui composent la politique. La politique, elle se fait de façon simple, comme je le disais dans mon chapitre. Simple, la politique simple, elle se fait dans la transparence, dans la quiétude, dans l'esprit d'éveil de conscience, dans la mutation des choses diplomatiques. Donc en gros, la politique, c'est l'essence réelle de la prise de conscience, de la beauté de la société, pour qu'ensemble vraiment on puisse vraiment se dire que nous sommes des acteurs engagés
pour une cause commune. Donc non, la violence ne fait pas partie de la politique. Au contraire, la violence est un maillon, je dirais, à écarter de la politique. D'accord. Une question qui me taraude l'esprit. Pendant votre tournée, n'y a-t-il pas eu des cadres qui se sont approchés de vous pour vous dire vous êtes des bons leaders, je veux être votre parent, essayer de vous, c'est-à-dire de vous mettre les choses dans l'idée, essayer de vous détourner de votre idéologie, de vos objectifs? Non. Franchement, pour être honnête, il n'y a pas eu un griffe de personnes qui m'ont approché pour que je sois, qui soient mes parents. Non, il n'y a pas eu de. Non. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que ça existe, effectivement. Ce schéma existe. Effectivement, ce schéma existe. On a juste vous garder sous son aile, voilà. Demande quand il aura besoin de vous. Pour vous manipuler, en fait. Parce il faut le dire honnêtement. On a des acteurs qui manipulent la jeunesse dans l'optique de pouvoir garder leur suffrage électoral, puis gagner les élections. Non. Mais c'est ce que je dis. Lorsque vous êtes éduqué, vous êtes conscient, vous avez une culture politique, quel est l'intérêt pour vous de vous adosser à un acteur qui, lui, présente des mécanismes, je dirais, usurpatoires pour pouvoir se maintenir au pouvoir? Il n'y a pas d'intérêt. Parce que non seulement vous êtes éduqué, vous avez une culture politique, vous êtes à l'aise dans la société, vous vivez normalement. Donc, l'intérêt pour vous, c'est de voter, ou bien c'est d'aller vers celui qui présente un programme structurant qui peut vraiment amener le pays à un autre niveau, à pouvoir parler, ou bien à pouvoir donner de sa compétence au niveau international. Donc c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Donc si vous avez ces compétences en vous, il n'y a pas d'intérêt. Par exemple, moi, je suis jeune, comme vous l'avez dit, je connais la politique, j'ai appris, je lis des livres. Quel intérêt pour moi d'aller vers un pari, de me faire un pari? Parce que je sais que le monde se construit. Je sais que dans la vie, pour aller plus loin, il faut se construire, il faut se battre. Donc, quel intérêt? Quand je me construis, je prends mon temps, je sais que quelque part, j'ai un objectif à atteindre, je vais y arriver. C'est tout. Quel regard portez-vous sur la jeunesse aujourd'hui? C'est cette jeunesse qui court derrière l'argent. Cette jeunesse auprès de qui les hommes politiques, c'est-à-dire les potentiels candidats, viennent vers eux, leur proposent de l'argent pour que ces jeunes les soutiennent. Il faut dire que même c'est le vrai problème. Je n'ai pas voulu dire, mais comme lui m'avait pris à saut, je pense que je vais quand même le dire. Comme on est dans la langue du bois, il faut dire que c'est le vrai problème. Effectivement, quand j'ai fait mes tournées, c'était aussi l'un des facteurs essentiels. En fait, en Afrique, quand je prends le cas en Afrique, si vous prenez les derniers rapports de l'Union africaine en termes de croissance démographique, les jeunes sont les plus nombreux. Et en termes de croissance économique, il ressort que les 2/3 de la population africaine vivent sur le secteur informel. Ça veut dire que, quand on dit vivre sur le secteur informel, ça veut dire qu'ils n'ont pas réellement ce statut professionnel ou bien ce statut, je dirais, assez juridique qui leur permet de pouvoir exercer dans les normes. Alors, quand on a une population qui vit dans le secteur informel, mais naturellement, ces populations-là vont converger vers ces acteurs qui leur présentent, je dirais, un grille de perdième pendant les périodes électorales, dans l'optique d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de moyens. Vous prenez un jeune qui n'a pas de salaire, qui n'a même pas le SMIC, parce que le SMIC c'est 75 000. Il n'a pas le SMIC. Mais quel intérêt pour lui de rester à la maison? Il va aller vers celui qui présente un programme, même pas peut-être que le programme n'est même pas en bonne efficience, mais quand même quelqu'un qui a l'argent, disons-le ouvertement, qui a le moyen, qui dit peut-être après les élections, on vous promet une certaine perdième, mais qui va accepter, va prendre. Parce qu'il n'a pas un salaire. Son salaire ne lui permet pas de vivre. Donc voilà la réalité auquel nous sommes confrontés. Donc tant qu'on n'a pas des programmes structurels adaptés aux réalités des jeunes, qui donnent de l'emploi aux jeunes, on va toujours rester dans le statu quo. Donc déjà, le facteur aussi, c'est la question de l'emploi. Si les jeunes sont insérés, les jeunes vraiment sont amers de pouvoir se prendre en charge, de vivre réellement, de pouvoir vaquer à leurs occupations. Mais je vous assure, il y aura une alternance.
Et c'est ce qui se fait quand même dans les pays occidentaux. Parce que là-bas, les politiques publiques en faveur de la jeunesse sont tellement structurées que les jeunes ont quand même suffisamment de moyens de pouvoir faire le distinguo entre l'acteur qui présente un programme structurel et celui qui est là juste pour nous le reléguer. D'accord, vous avez évoqué quelque chose de très important, vous avez dit du moment où si le jeune s'en sort très bien, il a une vie politique, il a une éducation, vous avez l'éducation. L'éducation à la vie politique est très importante, l'éducation. Quand on est éduqué pour la vie politique, on est épargné de beaucoup de choses. Oui, on ne se laisse pas leurrer, on ne se laisse pas intimider, essayer de se faire avoir plus facilement. D'autant plus qu'on connaît la politique, sa gestion, comment elle fonctionne, tout. Alors, nous sommes au terme de l'interview et vous avez parlé de votre bouquin qui a pour titre L'alternance politique, enjeux et perspectives africaines. Que retenir de ce que vous avez écrit? Que retenir de tout ce que vous venez de dire? D'accord, déjà, je tiens à vous dire merci pour l'invitation à votre interview. Vous êtes un jeune engagé que j'apprécie bien sur vos pages. Alors, que retenir de l'ouvrage, de l'interview? J'aimerais parler à la jeunesse. Allez-y. J'aimerais parler au peuple de Côte d'Ivoire, les jeunes d'Afrique. Chers jeunes, engageons-nous à la cause publique. À travers ce livre, je parle de mon engagement. Je vous donne des astuces concrètes pour que vraiment vous puissiez vous démarquer, pour que vraiment vous puissiez vous imprégner de la gestion de la chose étatique. Que vous soyez président d'associations et autres, lorsque vous êtes en fin de mandat, de grâce, ne cherchez pas à modifier le statut règlement intérieur. Je vois de vous maintenir sur place, mais créer l'alternance. Parce que même en étant président d'association, vous êtes aussi leader, vous êtes aussi engagé dans la chose publique. Battez-vous, créez une alternance au sein de vos associations. J'aimerais parler également à nos dirigeants, chers dirigeants d'Afrique, engageons-nous pour une cause commune qui est l'alternance politique. Il faudrait qu'on puisse créer cette dynamique-là pour que chaque génération puisse profiter de son époque, pour ne pas qu'on puisse se maintenir au pouvoir, pour qu'on puisse lasser les jeunes, parce que c'est ça, les jeunes sont lassés. Il ne faudrait pas qu'on puisse lasser les jeunes, il faut qu'on puisse amener les jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser à la gouvernance locale. Parce qu'ensemble, on crée une nation plus forte. Plus on est unis, plus on crée une Afrique solidaire, une Afrique prospère, une Afrique qui pense développement, une Afrique qui rivalise avec les acteurs européens, une Afrique unie, une Afrique de grande envergure. Battons-nous, aimons la politique et faisons la politique avec rigueur, efficacité et bonheur. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple d'Afrique et vive les États africains. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Yann Kony. Nous sommes à la fin de notre interview et c'est avec les conseils de M. Yann Kony que nous disons à un prochain numéro pour une autre interview. Merci. Merci.